Paris, 29 octobre 1965. Mehdi Ben Barka est enlevé en plein jour par 2 policiers français. Le militant anticolonialiste, opposant numéro 1 au roi du Maroc Hassan II, ne sera jamais retrouvé. Retour sur une affaire d'État, l'une des plus mystérieuses de ces 50 dernières années. Mehdi Ben Barka naît en 1920 dans la Médina de Rabat. Son père est épicier, sa mère couturière. C'est un enfant curieux et vif d'esprit. Il n'y a que son frère aîné qui a pu être inscrit à l'école primaire. Et il accompagnait son frère. Il attendait à la porte de l'école. Et puis le maître a eu pitié de ce gamin qui venait tous les jours, qui attendait son frère. Il l'a fait rentrer, il l'a fait asseoir au fond de la classe. Et puis c'est avéré que ce garçon a été intelligent, même très intelligent. Il a sauté quelques classes et il a une scolarité très brillante. Mehdi Ben Barka poursuit ses études scientifiques à Alger et devient le premier agrégé en mathématiques du Maroc. Il est alors choisi pour devenir le précepteur du prince Moulay Hassan, le futur Hassan II. Qui connaît le prince héritier. Il n'est pas vraiment ami puisque c'est son professeur, mais en même temps il est proche. Hassan II est très intelligent, Ben Barka est très intelligent, donc voilà, ça fait mouche. Proche du palais royal et militant indépendantiste. Mehdi Ben Barka co-signe en 1944 le Manifeste pour l'indépendance et se retrouve dans le collimateur des autorités coloniales. Au début des années 50, il sera assigné à résidence dans le désert marocain pendant 3 longues années. Surveillé de près, il poursuit néanmoins ses activités politiques au sein de l'Istiqlal, le parti indépendantiste qu'il a cofondé. Mehdi Ben Barka milite activement pour le retour du roi Mohamed V, déposé par la France et exilé à Madagascar. Mohamed V revient triomphalement en 1955. L'indépendance du Maroc est déclarée quelques mois après. Mehdi Ben Barka entend bien jouer un rôle dans le Maroc libéré. Il rêve de construire une société nouvelle, égalitaire et moderne. Et cela passe par les infrastructures. En 1957, alors qu'il est président de l'Assemblée nationale consultative, il lance la construction d'une route qui traverse le Maroc. La route de l'unité, pensée comme un projet révolutionnaire. Il fait partie des acteurs qui ont voulu fédérer la jeunesse marocaine. Pour la route de l'unité qui consistait à faire un grand chantier fédérateur entre l'ancienne zone espagnole au nord et la zone française au sud, c'est ça qu'on a appelé la route de l'unité. Ça a été un peu quelque chose qui ressemblait à une opération un peu, un immense chantier de jeunesse, un peu version révolutionnaire. Mais sa popularité et ses idées socialistes agacent le palais. Mehdi Ben Barka crée un nouveau parti, l'Union nationale des forces populaires, très marqué à gauche. En réponse, ces militants sont violemment réprimés par le jeune roi Hassan II, qui vient d'accéder au trône. Mehdi Ben Barka a désormais la police aux trousses. En novembre 1962, il échappe de peu à un attentat, maquillé en accident de la route. L'ennemi numéro 1 du roi Hassan II, condamné 2 fois à mort par contumace, s'exile alors au Caire, dans l'Égypte de Nasser. De là, il mène un combat sans relâche contre l'impérialisme. La Dynamo, comme on le surnomme pour sa vivacité, voyage sans cesse entre l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. Il tente de fédérer les mouvements révolutionnaires du tiers-monde en vue de la conférence tricontinentale prévue à La Havane en janvier 1966. L'objectif est de dessiner une 3e voie indépendante des blocs soviétiques et occidentaux. Nous devons redoubler d'efforts et de vigilance pour liquider les derniers vestiges du système colonial et fasciste et pour déjouer toutes les manœuvres et les complots de l'impérialisme contre les aspirations de nos peuples. Il nous faut démasquer et anéantir ces forces obscures de l'impérialisme qui essaient d'entraver l'élan révolutionnaire, notamment au Burundi, au Kenya, au Soudan et ailleurs. Mais la conférence de La Havane s'ouvrira sans lui. Le 29 octobre 1965, à 45 ans, Mehdi Ben Barka disparaît sans laisser de traces. Mon père arrive de Genève le matin du 29 octobre. Il a un rendez-vous à Paris pour discuter d'un projet de film un film sur la décolonisation, film qui devait être projeté
à l'ouverture de la conférence intercontinentale, le film qui s'appelait Basta. Il ne le savait pas, on l'a su par la suite, ce film c'était un piège, c'était le piège pour l'attirer à Paris. Donc il avait rendez-vous à Paris pour discuter avec le producteur, le pseudo-producteur, qui est Georges Figan, qui est un truand, et le réalisateur, qui est Georges Franju, qui lui est de bonne foi, qui a été lui aussi embarqué dans cette aventure pour mieux attirer mon père. Donc le lieu de rendez-vous était la brasserie libre boulevard Saint-Germain. Il arrive vers 12h15 devant la brasserie, accompagné d'un étudiant en histoire, un étudiant marocain, Tamil Azmouri, à qui il devait confier une tâche pour préparer le film. Et là, devant la brasserie, avant qu'il rentre dans la brasserie, il est interpellé par 2 policiers, Souchon et Voiteau, qui lui demandent de l'accompagner. Il a insisté pour voir leurs papiers, pour voir leur carte de police, et il les a suivis dans la voiture de fonction, voiture de police banalisée. Il les a suivis en toute confiance, parce que c'était de vrais policiers français, et parce qu'aussi, durant ce week-end, il était prévu qu'il rencontre soit le général de Gaulle, soit des conseillers du général de Gaulle. De Gaulle, en 1965, prenant ses distances vis-à-vis de l'OTAN, était très intéressé par ce projet de tiers-monde, par cette intercontinentale, et il voulait en discuter avec lui. Donc voilà, il monte dans cette voiture de police. Il y a 2 autres personnes dans cette voiture. Lopez, qui est un agent du SDEC, le service secret français, et Leni, qui est un truand. Ils montent dans cette voiture, et cette voiture se dirige vers Fontenay-de-Vicante, la maison d'un autre truand, Georges Bouchèche. Et là s'arrêtent nos certitudes. À partir de... Rapidement, le Maroc est pointé du doigt. Georges Figon, le faux producteur, dira avoir vu le ministre marocain de l'Intérieur, le général Oufkir, torturer Mehdi Ben Barka dans la villa avant de se rétracter. Il sera retrouvé mort en janvier 1966. L'enquête controversée conclura au suicide. Même si 2 policiers français et un membre du SDEC, les services secrets, ont participé à l'enlèvement, le général de Gaulle niera l'implication de la France. Il pointera du doigt Hassan II et rappellera l'ambassadeur français à Rabat. Très vite, la justice française s'empare de l'affaire. En 1967, Antoine Lopez est condamné à 8 ans de prison. Les 4 truands, exfiltrés au Maroc, sont condamnés à perpétuité par contumace. 3 d'entre eux seront assassinés dans les années qui suivent, au Maroc. Qui a tué Mehdi Ben Barka? Où repose son corps? Pourquoi le ministre marocain de l'Intérieur, le général Oufkir, était-il présent dans la villa? Est-ce une bavure ou un assassinat prémédité? Autant de questions qui restent sans réponse 52 ans après. Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis, autant de noms associés à la victoire militaire israélienne en 67. Mais si je vous disais que le roi du Maroc, Hassan II, avait aussi contribué à la victoire éclair de l'État hébreu. Info, Intox, Johanna Binder, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que Israël a effectivement gagné cette guerre de 67 grâce à l'aide du Maroc? Eh bien, sans le Maroc, Israël n'aurait peut-être pas gagné la guerre des 6 jours. Alors, tout commence en 1965, on est 2 ans avant que débute la guerre des 6 jours. Les grands leaders du monde arabe se retrouvent à Casablanca. C'est le 3e grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle des invités, mais il est là et il va recueillir des informations cruciales. Il y a un protagoniste, c'est Nasser, le président égyptien, le leader de la coalition arabe. Alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de cette conférence? Il déclare à Assouan en février: l'année 1965 est la plus dangereuse des années de la lutte arabe. Israël prétend que les Arabes s'apprêtent à perpétrer une agression. Cela signifie qu'Israël a l'intention de nous attaquer. Nous devons donc être prêts à riposter. En septembre, donc quelques mois après, a lieu ce sommet de la plus haute importance. À l'ordre du jour, l'état des forces armées des pays de la Ligue arabe, avec cette question: sont-ils prêts à faire la guerre contre Israël? L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître ses ennemis. Et c'est à ce moment-là que le Mossad va donc entrer en action. Oui, absolument. Le Mossad va donc préparer cette opération en amont de la conférence. Plusieurs jours avant, une équipe du Shin Bet et du Mossad, il s'appelle à Tsiporim, donc les oiseaux, vont occuper le dernier étage du très luxueux hôtel à Casablanca où sont attendus les dirigeants arabes et où va aussi avoir lieu la conférence. Mais la veille de ce sommet, Hassan II est pris de panique et il somme les agents israéliens de quitter l'hôtel. Mais au terme de cette conférence, il va livrer aux agents israéliens l'enregistrement complet
complet de cette conférence. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question de créer un commandement arabe unifié pour mener les hostilités contre Israël. Et le point crucial, c'est que les rangs arabes sont profondément divisés. On va pouvoir entendre des échanges extrêmement vifs entre Hussein de Jordanie, mais aussi Nasser. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que les nations arabes vont vraiment révéler leurs faiblesses. Elles ne sont absolument pas préparées pour une guerre contre Israël. Et c'est vraiment sur la base de ces informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des 6 jours en 67. Alors voilà un dirigeant arabe sunnite qui est censé être solidaire de ses homologues arabes. Pourquoi Hassan II a-t-il fait ce choix? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant déjà ce sommet, le Maroc et Israël entretenaient déjà des relations stratégiques. Hassan II avait accepté que des juifs marocains émigrent vers Israël. En échange de quoi, Israël fournissait une aide logistique au Maroc, notamment en formant ses militaires. Et suite à cette opération, qui a vraiment été considérée comme le fleuron des renseignements israéliens, Israël est en dette vis-à-vis du Maroc. Seulement un mois plus tard, en octobre, cette dette a un nom, c'est Mehdi Ben Barka, le plus farouche opposant d'Hassan II. Le Mossad participe à l'opération Baba Batra. L'objectif, c'est faire disparaître absolument Ben Barka, Baba Batra aux initiales donc de Ben Barka, mais c'est aussi le nom d'un traité du Talmud. Le Maroc a donc été un allié indispensable à Israël dans la guerre des 6 jours, même si, on le voit bien, aucun cadeau n'est gratuit.